Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est la première vidéo de l'année, alors bonne année. En ce moment, j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos classiques type sociologique, mais j'ai quand même le temps de lire un peu des livres au cours de l'année, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 10 de mes meilleures lectures en 2025. Alors, en couchant sur le papier les petits éléments desquels je voulais vous parler pour chacun des 10 livres, je me suis aperçu qu'en fait j'étais en train de faire plus long que prévu, et donc je vais pas vous parler des 10 livres en une seule vidéo, mais je vais couper ça en plusieurs vidéos qui sortiront un petit peu toutes les semaines. Donc aujourd'hui j'aborderai seulement le numéro 10, et après je posterai une vidéo chaque semaine tous les dimanches pour aller du numéro 9 jusqu'au numéro 1. Et comme finalement j'aime bien ce format, je vous parle un petit peu de mes lectures, j'avais aussi fait ça pour le top 10 de mes lectures 2022, je me disais que ça pouvait être intéressant d'en faire un nouveau format récurrent sur la chaîne, donc générique. Tu veux prendre un livre? Ça ne vous arrive donc jamais de lire? 70% de toute l'archéologie se fait en bibliothèque. Vous allez à la bibliothèque et vous faites des recherches. Mais peut-être que les archives sont incomplètes. J'aime bien ce générique. Allez, ne perdons pas plus de temps en salam alek, commençons par le numéro 10, Le Cygne Noir, la puissance de l'imprévisible de Nassim Taleb. Alors c'est un classique pour ceux qui s'intéressent à la statistique, au biais cognitif et à l'épistémologie de façon générale. Il peut vous paraître un peu bas dans le classement, mais le livre est vraiment très bien. J'ai juste quelques petites choses qui me dérangent, dont je vais vous parler ici, mais ça reste un livre super intéressant et que je vous invite à découvrir si je ne l'ai pas déjà fait, parce que le livre date quand même de 2007. Mais avant d'en arriver au point qui me chiffonne un peu, de quoi ça parle, Le Cygne Noir? Le propos général du livre peut se résumer assez facilement parce que Taleb revendique directement d'être le penseur d'une seule idée et de ne faire que développer, d'enrichir et d'affiner cette même idée. Il avait d'ailleurs déjà commencé à énoncer cette même idée dans son premier livre de 2001 qui s'appelait Le Hasard Sauvage. Son idée, c'est précisément de souligner l'importance qu'ont dans notre vie ce qu'il appelle les signes noirs, c'est-à-dire des événements hautement improbables mais qui peuvent avoir des effets considérables sur le monde et qui sont, du coup, profondément ignorés par les prévisionnistes, précisément parce qu'ils sont très improbables. On a évidemment des exemples très récents de signes noirs, Parmi toutes les entreprises qui avaient fait leurs prévisions de chiffre d'affaires pour 2020, il y en a probablement très peu qui avaient inclus dans leur modèle l'option pandémie mondiale avec confinement. C'est un exemple typique de la grosse prudence qu'on doit avoir quand on fait des prévisions qui s'appuient sur des données passées pour essayer de prédire le futur, parce qu'on en vient forcément à reposer sur des moyennes qui ignorent nécessairement la survenue d'événements hautement improbables, mais pas impossibles, et qui bouleverserait complètement la situation. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui a fait que le livre a été particulièrement un succès, c'est parce qu'il est paru en 2007, et qu'il avait en quelque sorte anticipé la crise financière de 2008. Quand je dis qu'il l'avait anticipé, il n'avait pas prévu l'éclatement de la bulle des subprimes et pas dit qu'elle devait forcément arriver. Mais il soulignait dans le livre à quel point la survenue d'un krach boursier qui découlerait sur une crise économique majeure, ça faisait typiquement partie de ces événements possibles, mais hautement improbables, et qui étaient complètement ignorés par les financiers, qui s'appuient sur des modèles de risque probabilistes qui ignorent les données extrêmes. Et de fait, ce constat, il a plutôt bien vieilli. Et globalement, je pourrais presque m'arrêter là, après c'est quasiment 600 pages pendant lesquelles il démonte purement et proprement toutes les professions qui prétendent prédire l'avenir, ou du moins qui prétendent anticiper les risques, précisément parce qu'ils sont absolument incapables de modéliser correctement l'incertitude, et il s'acharne en particulier sur les financiers. Alors, pourquoi les financiers, c'est pas gratuit, c'est justement parce que Taleb est lui-même un ancien financier, plus précisément un quant, qui était chargé de calculer des modèles de risque, et il a donc eu une expérience de première main de ce que c'est que le hasard, et de ce que ça veut dire de prendre des décisions en situation d'incertitude. Il revendique d'ailleurs très lourdement cette étiquette de praticien du risque, et il fait une opposition frontale entre les intellectuels théoriques qui fabriquent des beaux modèles mathématisés pour représenter le risque, et ce qu'il nomme des praticiens du hasard, qui ont concrètement été confrontés à la véritable incertitude et qui ont observé de première main l'inefficience des modèles. Il donne plein d'exemples de signes noirs à travers l'histoire, et en particulier, Taleb voit presque toutes les découvertes scientifiques majeures, les événements historiques, les accomplissements artistiques, comme des signes noirs. Il cite par exemple Internet, l'ordinateur personnel, la Première Guerre mondiale, la chute de l'URSS, les attentats du 11 septembre. Tout ça sont des choses qu'on peut expliquer a posteriori, mais qui étaient des événements hautement improbables et qui ont changé radicalement les choses. D'ailleurs là-dessus, il a toute une réflexion que je trouve tout à fait juste sur la science, en disant que c'est complètement débile de vouloir décider à l'avance de ce qu'on va trouver, et du coup de faire des projets de recherche qui indiquent ce qu'on cherche et ce qu'on espère trouver, parce qu'en fait la recherche, par définition, elle marche toujours par tâtonnement. Ce qu'il faut avoir, c'est financer de la recherche fondamentale, avoir des gens qui cherchent partout dans tous les sens, et peut-être qu'un jour, signe noir, hasard, on trouvera un truc, mais on peut pas le définir à l'avance, et ça, c'est quand même plutôt vrai.
L'un de mes exemples préférés qu'il cite dans le livre pour illustrer la surconfiance qu'on a quand on décide d'ignorer la possibilité même de l'existence d'un signe noir, c'est cette citation. Que ceux qui croient au bienfait inconditionnel de l'expérience passée méditent sur ce petit bijou de sagesse attribué à un célèbre capitaine de vaisseau. Mais de toute ma carrière, je n'ai jamais connu d'accident d'aucune sorte qui vaille la peine d'être mentionné. Pendant toutes ces années passées en mer, je n'ai vu qu'un seul navire en détresse. Je n'ai jamais vu de bateau échouer, et je n'ai jamais échoué moi-même, ni été dans une situation difficile qui menaçait de tourner au désastre. E.J. Smith, 1907, capitaine du Titanic. Alors maintenant, précisons un peu ce que Taleb appelle un signe noir. En fait, il utilise le signe noir comme une métaphore du problème philosophique bien connu qui est le problème de l'induction. Et l'exemple vient du fait que, pendant très longtemps, on a considéré que les signes noirs n'existaient pas, tout simplement parce qu'on en avait jamais vu, et ainsi, chaque fois qu'on croisait un nouveau signe blanc, ça nous confortait dans l'idée que la phrase « tous les signes sont blancs » était vraie. Mais en fait, c'est un vrai biais de raisonnement, parce que même si chaque nouveau signe blanc que je croise me conforte dans l'idée qu'ils le sont tous, ça ne le prouve absolument pas. Et c'est un exemple du fait que la façon dont on raisonne naturellement, en généralisant à partir de quelques exemples, c'est ça qu'on appelle l'induction, ça nous amène à faire pas mal d'erreurs. Pour rire, il pousse même le raisonnement plus loin en disant que si on suit cette logique de l'induction, chaque fois qu'on croise par exemple une voiture rouge, ça devrait aussi conforter notre certitude que tous les signes sont blancs. Vous l'avez pas ? Regardez, d'un point de vue logique, dire « tous les signes sont blancs », c'est exactement la même chose que de dire « tous les objets qui ne sont pas blancs ne sont pas des signes ». Par conséquent, chaque fois que je vois un objet qui n'est pas blanc et qui n'est pas un signe, comme une voiture rouge, c'est un exemple de plus qui vient confirmer que tous les signes sont blancs. Vous voyez comme c'est absurde. Mais en fait, c'est là qu'on trouve le vrai biais cognitif. En fait, on a beau avoir croisé 10 000 signes blancs dans notre vie, il suffit qu'on croise une seule fois, un seul jour, un signe noir pour prouver qu'ils existent, et donc que la phrase « tous les signes sont blancs » est fausse. C'est la fameuse falsifiabilité poppérienne, on ne peut jamais vraiment prouver que quelque chose est vrai, par contre, un seul contre-exemple suffit à prouver qu'un énoncé est faux. Et évidemment, on peut appliquer ça à tout, du genre, c'est pas parce que le marché immobilier a été en augmentation constante jour après jour pendant 40 ans qu'une bulle ne peut pas éclater et le faire baisser de 25% en quelques jours. Et là, vous avez une bonne représentation de pourquoi presque personne n'avait vu venir la crise immobilière. Autrement dit, l'induction, c'est-à-dire le fait de partir des données puis de monter en généralité, ne nous permet pas d'accéder à la vérité, et surtout, elle nous induit en erreur parce que plus je croise de signes blancs, plus je vais être sûr de moi quant au fait que les signes noirs n'existent pas. Et donc plus je serai surpris le jour où je croiserai effectivement un signe noir, qui sont effectivement très rares. Ce problème de l'induction en philosophie, il est principalement connu par le problème de la dinde inductiviste de Russell, du philosophe Bertrand Russell. Oui, je sais pas pourquoi les philosophes aiment faire dans la métaphore volaillère pour nous parler de biais inductivistes. Le problème de la dinde inductiviste formulé par Bertrand Russell illustre les limites de l'induction comme méthode de raisonnement. La dinde observe chaque jour qu'elle est nourrie à heure fixe par le fermier, et donc elle en conclut par induction qu'elle sera toujours bien traitée. Sauf que le 360e jour à la veille de Noël, ça ne marche plus du tout, parce que ce jour-là, quand le fermier vient dans l'enclos, c'est pas pour la nourrir, mais c'est pour la décapiter et la fourrer de marron. Cette parabole, elle montre que les généralisations basées sur l'expérience passée, elles peuvent être très trompeuses parce qu'elles ne prennent pas en compte les événements imprévus ou les changements dans les conditions. Et du coup, elle questionne la fiabilité de l'induction dans la construction de connaissances au sens large. D'ailleurs, petit fun fact, le saviez-tu, le logo de la chaîne Thinkerview, c'est un signe noir, précisément en référence au concept de Nassim Taleb, pour symboliser leur volonté d'explorer des perspectives inattendues et de questionner les certitudes établies. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et donc, arrivons-en à une définition un peu plus précise. Les 3 critères qui permettent d'identifier un signe noir pour Nassim Taleb sont: premièrement, l'événement est une surprise pour l'observateur. Deuxièmement, l'événement a des conséquences majeures. Et troisièmement, après le premier exemple de cet événement, il est rationalisé a posteriori comme s'il avait pu être attendu. Cette rationalisation rétrospective, elle vient du fait que les informations qui auraient permis de prévoir l'événement, en général, elles étaient bien là, présentes, juste elles n'avaient pas été vues ou pas prises en compte par les personnes chargées de l'atténuation du risque. Et là encore, la crise de l'immobilier est un bon exemple, parce que maintenant, on est parfaitement capable d'en expliquer les causes, on connaît tous les dominos de la prise de risque, de la titrisation, de la mauvaise évaluation des CDO par les agences de notation, tout était
effectivement visible, mais à l'époque, personne ne l'avait vu et personne n'avait anticipé l'effondrement parce que, on n'anticipe pas bien les signes noirs. B's, 0. Double B's, 0. Triple B's, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. Alors, je dis personne, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le financier Michael Burry avait bien prédit l'effondrement du marché immobilier. Vous savez, c'est celui qui est joué par Christian Bale dans le film The Big Short qui raconte précisément cette histoire. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a une petite actualité à son sujet, parce que dernièrement, il a parié à la baisse sur l'action de Nvidia, qui est l'une des entreprises qui est au cœur de la bulle de l'intelligence artificielle. Je dis que c'est rigolo parce que ça a été beaucoup commenté comme un signe que la bulle de l'IA était sérieuse et allait bientôt éclater. Attendez, le mec il a réussi à voir la crise que personne n'avait vue, donc s'il prédit l'éclatement de la bulle, il faut quand même peut-être l'écouter, En vrai, ça paraît assez logique. Sauf que, là encore, on est victime du signe noir. À savoir que, oui, Michael Burry a bien prévu la crise des subprimes. Mais le fait même qu'il ait eu raison, c'était aussi un signe noir. Non seulement les crises financières sont rares, mais réussir à correctement prédire une crise financière, c'est peut-être encore plus rare. Il faudrait aussi regarder toutes les fois où il a prédit quelque chose qui n'est pas arrivé. Et en fait, c'est ce qu'ont fait pas mal d'analystes financiers, et quand on regarde ses performances ces dernières années, il n'a pas particulièrement fait de bonnes prédictions. Par exemple, il avait bien acheté des actions GameStop, mais il a tout vendu quelques semaines avant le short quiz historique de 2021. C'est ballot quand même. Tout ça pour dire avec Taleb que il faut être prudent avec les prédictions, et surtout il faut résister à l'envie de généraliser. Et par la suite, Taleb va longuement fustiger toutes les entreprises de construction théorique qui essayent de reconstituer des chaînons d'explications causales, là où on aurait, d'après lui, uniquement ce qu'il appelle du hasard sauvage. Il va même plus loin en affirmant que ce qui est ordinaire ou normal d'un point de vue statistique nous apprend en fait assez peu de choses sur le monde. Cet ouvrage traite de l'incertitude. Pour son auteur, l'événement rare équivaut à l'incertitude. Dire que nous avons besoin d'étudier en priorité les événements rares et extrêmes afin de comprendre les événements ordinaires peut sembler exagéré, mais je vais le clarifier comme suit. Il y a deux façons d'appréhender les phénomènes. La première consiste à exclure l'extraordinaire et à se concentrer sur le normal. L'observateur laisse de côté les aberrations et étudie les cas ordinaires. La seconde est de considérer que pour comprendre un phénomène, il faut commencer par prendre en compte les extrêmes, surtout si, comme le signe noir, ceux-ci véhiculent un effet cumulatif extraordinaire. Ce qui est habituel ne m'intéresse pas particulièrement. Si l'on veut se faire une idée du tempérament, de l'éthique et de l'élégance personnelle d'un ami, il faut l'observer à l'épreuve de circonstances difficiles, non à la lumière habituelle, flatteuse du quotidien. Est-il possible d'estimer le danger que représente un criminel en regardant uniquement ce qu'il fait un jour ordinaire ? Peut-on comprendre la santé sans prendre en compte les maladies et les épidémies sauvages ? De fait, ce qui est normal est rarement déterminant. Presque tous les événements de la vie sociale sont le résultat de chocs et de sauts rares mais significatifs. Et cependant, pratiquement toutes les études qui concernent ce secteur se concentrent sur ce qui est normal, surtout avec la courbe en cloche et ses méthodes de déduction qui ne nous apprennent quasiment rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ignore les phénomènes qui se démarquent sensiblement de ce à quoi l'on s'attend. Elle ne sait pas les traiter, et nous assure néanmoins que nous sommes parvenus à dompter l'incertitude. Dans ce livre, je la surnomme GEI, Grande escroquerie intellectuelle. Pour donner un nom justement à cette grande escroquerie intellectuelle, Taleb va pas mal se référer au philosophe Platon. Il va dénoncer ce qu'il appelle la platonification ou la platonicité. L'idée est assez simple, Platon c'est le philosophe de la théorie des formes, donc l'idée qu'il existerait derrière le monde sensible des formes parfaites, des essences stables, pures et intelligibles. En gros, on aurait l'essence du triangle, l'essence du cercle, des réalités idéales auxquelles le monde concret ne donnerait que des représentations imparfaites. Tout le mythe de la caverne, en gros, c'est ça, c'est l'idée qu'on ne regarde que des reflets sur le mur, on ne voit pas les formes parfaites du monde et on ne peut pas sortir de la caverne pour voir les formes essentielles et idéales telles qu'elles existent. Et du coup, Taleb reprend cette référence pour critiquer notre propre manière de penser parce qu'il considère qu'on a tendance justement à faire exactement ça avec le réel, c'est-à-dire on plaque dessus des formes parfaites, des catégories propres, des modèles élégants, comme si le monde devait rentrer justement dans ces modèles jolis et symétriques.
Pour lui, c'est une erreur profonde, hein, parce que le réel, il est pas propre, il est pas stable, il est pas géométrique, il est irrégulier, il est chaotique, il est traversé par des accidents, des erreurs, des ruptures. En gros, il nous reproche de confondre la carte avec la réalité géographique. Et c'est aussi pour ça qu'il s'en prend autant à ce qu'il appelle la courbe en cloche, hein, donc la courbe de Gauss ou la loi normale, parce que cette manière de raisonner suppose justement un monde où les écarts extrêmes restent très marginaux et où tout se répartit à peu près autour d'une moyenne et où les cas les plus improbables compte finalement assez peu. Or pour lui, c'est justement là le piège. Hein. Déjà parce que tout ne suit pas une distribution normale, hein, mais ensuite parce que même dans le cadre d'une loi normale, même si les extrêmes sont rares, ils peuvent toujours arriver. Donc le vrai problème, c'est pas seulement qu'on oublie les extrêmes, c'est qu'on construit des représentations du monde qui nous poussent structurellement à les minimiser. Et du coup, toute sa démarche consiste à essayer de se défaire de cette tentation platonicienne, hein, c'est-à-dire cette envie de remplacer le réel par des modèles trop lisses, trop propres et trop rassurants, alors que ce qui compte vraiment se joue souvent, justement, dans ce qui déborde du modèle. Alors, en fait, Taleb ne nous dit pas non plus que tous les modèles sont toujours complètement faux, systématiquement inutiles et qu'il faut tout jeter à la poubelle. Son idée, c'est plutôt qu'il faut apprendre à reconnaître les cas où les modèles sont utiles et peuvent marcher, mais surtout les cas où ils cessent d'être pertinents. Et justement, pour bien faire la différence entre les deux, il va en faire des modèles, hein. Il va faire comme si c'était deux mondes différents, et ça va l'amener notamment à distinguer deux grands types de hasard. D'un côté, le hasard modéré, qu'il appelle aussi le hasard de type 1, où les écarts globalement restent contenus, hein. Et de l'autre, ce qu'il appelle le hasard sauvage, ou le hasard de type 2, où là on a des écarts extrêmes qui peuvent tout bouleverser, et donc où typiquement on va retrouver des signes noirs. Et pour rendre cette différence plus parlante, il va l'incarner dans deux mondes bien distincts, l'un qu'il appelle le médiocristan, et l'autre qu'il appelle l'extrémistan. Donc le médiocristan, c'est le monde où les événements suivent une logique de régularité et de prévisibilité. Les variations sont limitées et les écarts extrêmes sont assez rares. Par exemple, si on prend la taille ou le poids des individus, c'est des variables qui appartiennent au médiocristan, parce que les écarts par rapport à la moyenne vont être faibles et peu influents sur l'ensemble. En gros, si vous calculez le poids moyen de 10 000 personnes, si vous ajoutez ou si vous enlevez une personne, ça changera rien à la moyenne. C'est impossible d'avoir une seule personne qui a un poids incomparablement supérieur aux autres. Même si vous imaginez la personne la plus grande et la plus lourde que vous pourriez imaginer, on aurait quoi? Quelqu'un qui fait 2,50 m et qui pèse 300 kg, allez, 400 kg. Voilà, donc c'est effectivement une donnée extrême, mais sur 10 000 personnes, ça va pas beaucoup changer la moyenne. Vous aurez jamais un humain qui fait 10 tonnes ou qui mesure 3 km. Ça, c'est pas possible. À l'inverse, l'extrémistan, c'est là où on va avoir des phénomènes ou des événements rares, mais qui sont extrêmement impactants. On va par exemple retrouver des domaines comme la richesse, ou le succès littéraire, ou les catastrophes financières, où là on a un individu ou un événement exceptionnel qui peut largement surpasser tous les autres. On a vu que si on prend le poids ou la taille sur 10 000 personnes, une personne pourra jamais impacter la moyenne. Par contre, si je calcule la richesse moyenne de 10 000 Français, ça va faire une énorme différence si parmi ces 10 000 personnes, j'inclus ou pas Bernard Arnault. Parce qu'avec ses plus de 200 milliards d'euros de patrimoine, il est aussi riche que 1,2 million de Français moyens. Si je considère à la louche qu'un Français moyen, il a à peu près 170 000 euros de patrimoine. Et là, on voit très bien en quoi une seule donnée, une seule personne peut absolument changer toute une distribution. Il explique notamment l'existence de l'extrémistan par le phénomène de la scalabilité. Il en parle notamment pour les professions, hein. Il met en évidence le fait qu'il y a des professions scalables et des professions non scalables. Une profession non scalable, c'est une profession où les revenus ou les résultats sont proportionnels au temps ou à l'effort fourni. Typiquement, un médecin, un artisan, un avocat, ça ne peut gagner que ce que son temps ou son énergie lui permet. Il est limité par ses ressources humaines. Le revenu d'un médecin, il est limité par le nombre de patients qu'il peut voir à la journée. Et donc, s'il veut gagner plus, il faut qu'il puisse voir plus de gens, donc soit être plus rapide, soit ouvrir plus longtemps, mais en gros, son salaire peut pas non plus s'envoler, il reste corrélé à son nombre de patients. Taleb dit qu'en fait, qu'il reste soumis à la gravité. Et à l'inverse, il y a des professions scalables où une personne ou une organisation peut toucher un très large public sans augmenter proportionnellement le travail ou les ressources. Par exemple, un auteur de livre ou un musicien, ils peuvent vendre des millions de copies de leur œuvre sans le moindre effort supplémentaire. Ce qui coûte des efforts, c'est de produire la première unité, mais clairement, pour un auteur qui vende un livre ou 1 million de livres, ça lui demande pas plus d'efforts. Et donc, c'est des professions qui sont caractérisées par un phénomène de type winner takes all, le gagnant rafle tout, où les gagnants ont une rémunération bien plus grande que toutes les autres, et c'est particulièrement le cas pour les professions artistiques ou pour les sportifs, où on a des disparités de revenus entre les plus connus et les autres qui sont spectaculaires.
Et évidemment, le signe noir ne peut arriver qu'en extrémistant, dans les professions scalables. D'où le fait que si on espère connaître un grand succès un jour, il faut s'exposer le plus possible à des activités de type extrémistanèse où le signe noir peut survenir, plutôt qu'à des activités de type médiocristan. Par exemple, si mon rêve le plus fou c'était d'être riche et célèbre grâce à la YouTube Money, je maximiserais mes chances de buzzer en faisant des vidéos courtes et en sortant le plus de vidéos possible qui pourraient toutes potentiellement être favorisées par le hasard de l'algorithme. Et du coup, préférablement, pas des vidéos longues où je parle de livres qui sont les moins regardés de ma chaîne. Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Cela dit, Taleb est loin d'être un gourou du foncez tous faire des métiers où un coup de chance peut vous rendre millionnaire, pas du tout. Au contraire, il raconte que l'un des conseils les plus importants qu'on lui a donné quand il était étudiant, c'était précisément de choisir une activité scalable, donc une activité où on n'est pas payé à l'heure et on peut ajouter beaucoup de zéros à son revenu sans ajouter proportionnellement du travail. Et il explique très bien pourquoi ce conseil peut sembler séduisant, oui, parce que c'est le type d'univers où on peut tomber sur un signe noir positif, mais il insiste sur le fait que c'est justement le problème, parce que ce type de carrière n'est formidable que pour ceux qui réussissent. Pour tous les autres, c'est un monde beaucoup plus brutal, beaucoup plus inégalitaire, beaucoup plus arbitraire, où l'écart entre les efforts fournis et les récompenses obtenues peut devenir complètement absurde. Vous pouvez travailler énormément, faire tout bien comme il faut, et malgré tout n'obtenir à peu près rien pendant qu'une poignée de gagnants prennent l'essentiel du gâteau. Autrement dit, si cette distinction entre scalable et non scalable, elle est utile pour comprendre la nature de l'incertitude, elle devient beaucoup plus discutable comme conseil de vie. Et finalement, Taleb dit que ce conseil qu'on lui a donné était l'un des plus importants parce qu'il en retire précisément la leçon inverse. Si lui devait conseiller à quelqu'un, il dirait plutôt de choisir une profession non scalable, donc une profession du médiocristan, parce qu'elle est plus stable, plus prévisible, moins soumise à cette logique monstrueuse de winner takes all, et que le rapport entre le travail et la rémunération reste malgré tout un peu plus humain. What's your advice for young people? I'd say, well, you gotta just take a deep breath and give up. The system is rigged against you. Your hard work and talent will not pay off. That's it. Good night, everybody. I would say don't take advice from people like me who've gotten very lucky. You know, we're very biased. Like Taylor Swift telling you to follow your dreams is like a lottery winner saying liquidize your assets, buy Powerball tickets. It works. En gros, pour penser le monde, il faut comprendre l'extrémistan, mais pour organiser sa vie, il vaut souvent mieux ne pas dépendre entièrement de lui, du moins pas pour son activité principale. Bon ça va en fait. Moi je fais ce que je veux sur YouTube. Alors, l'un des trucs que j'ai trouvé vraiment sympa aussi dans le livre, c'est cette manière qu'a Taleb de mêler des idées assez profondes avec des images très simples et très parlantes. Et au passage, sa manie qu'il a d'envoyer des petites crottes de nez à tous ceux qui se prennent un petit peu trop au sérieux là, ça j'aime bien. Parce que, au fond, derrière toutes les piques qu'il fait contre les experts, les spécialistes, les prévisionnistes et les gens bardés de modèles, il y a surtout un grand appel à l'humilité. L'idée, c'est qu'on sait beaucoup moins de choses qu'on ne le croit, et qu'on surestime en permanence l'étendue de notre savoir, et qu'on a aussi tendance à accorder beaucoup trop facilement de l'autorité à ceux qui parlent fort avec aplomb, qui ont les bons diplômes, alors qu'ils comprennent pas forcément grand-chose à ce qu'ils prétendent maîtriser, en particulier si cette chose qu'ils prétendent maîtriser, c'est le risque. Et parmi les métaphores qu'il utilise pour illustrer ça, il y en a une que j'ai bien aimée, qu'il appelle l'anti-bibliothèque d'Umberto Eco. Le philosophe Umberto Eco, il était connu pour avoir une très grande bibliothèque, de plus de 30 000 ouvrages, et bien sûr, ça a impressionné beaucoup ses visiteurs. Et Taleb raconte que Umberto Eco classait ses visiteurs en deux catégories. D'un côté, ceux qui étaient impressionnés et qui avaient une réaction du genre « Waouh, mais vous avez tellement de livres, vous devez savoir tellement de choses, vous les avez tous lus ? Non, c'est pas possible, mais vous en avez lu combien ?» Et puis il y avait les autres, beaucoup plus rares, mais qui comprenaient tout de suite qu'une bibliothèque personnelle, c'est pas juste une vitrine qu'on utilise pour montrer ce qu'on sait, mais c'est surtout un outil de recherche, une manière de garder sous les yeux ce qu'on ne sait pas encore. Et donc ça n'a pas de sens de poser la question de combien de livres on a lus. Ce qui est important, c'est les livres qu'on n'a pas lus. Et c'est ça que Taleb appelle l'anti-bibliothèque, l'ensemble des livres non lus qui sont là, non pas pour flatter notre ego, mais pour nous rappeler l'étendue de notre ignorance. Plus on apprend de choses, plus cette masse de livres non lus devient grande elle aussi, plus elle devient intimidante. Et c'est justement ça qui est intéressant. Parce que le savoir, c'est pas juste d'accumuler des certitudes comme des trophées, c'est aussi de devenir plus conscient de ce qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que je trouve l'image très parlante. Et j'avoue que ça m'arrange un peu de me dire que non, c'est pas grave d'avoir plein de livres qu'on n'a pas lus, et que c'est pas parce qu'on n'a pas lu toute notre bibliothèque qu'on doit s'empêcher d'acheter de nouveaux livres. Moi, un acheteur compulsif de livres? Mais pas du tout. J'entretiens mon anti-bibliothèque pour contempler dans les yeux l'étendue de mon ignorance. Y a pas à dire, ça sonne mieux. Bon,
Je ne vais pas vous détailler tout le livre, hein, il fait quand même plus de 600 pages, et il aborde plein de points intéressants. Hein. Il y a par exemple toute une métaphore pour souligner l'opposition entre le savoir pratique et le savoir théorique, où il oppose le personnage du Dr John, le savant théoricien adepte de ce qu'il appelle le savoir platonifié, donc typiquement incapable de penser en dehors des modèles, et de l'autre, le Fat Tony, hein, un mec de la rue dont la connaissance sur le monde se base bien davantage sur l'expérience concrète. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode 33 de la chaîne Hygiène mentale, dans lequel il développait précisément ce point-là, et la façon dont on peut opposer intuition et modèle, ou savoir pratique et savoir théorique, à des situations de la vie de tous les jours. C'est un des points vraiment intéressants du livre, mais qui a déjà été abordé sur YouTube, et donc je vous recommande directement la vidéo. Dans son livre, Le Cygne Noir, Nassim Taleb propose de personnifier ces deux approches par deux personnages fictifs, auxquels il a donné des noms. D'un côté, le Dr John. C'est un ingénieur qui connaît bien les théories scientifiques. Il les applique au quotidien avec succès. Il croit en la science et en ses conclusions sur le fonctionnement du réel. Il connaît bien les sophismes et les biais cognitifs. De l'autre côté, Fat Tony, le gros Tony. Lui, c'est un entrepreneur, un gars de la rue qui s'est fait tout seul. Il est peut-être pas allé à l'université, mais il a tout appris sur le tas, en étudiant les gens. Il a de la bouteille, il connaît bien les forces et les faiblesses de ses clients, de ses fournisseurs, de ses concurrents. En particulier, il connaît bien les gens comme Dr John. Ces gars-là, comme il dit, ces gars-là ne réfléchissent qu'à l'intérieur du cadre qu'on leur a donné. Des vrais pigeons. De mon côté, je vais passer maintenant à une partie un poil plus critique, où je vais insister sur les points qui m'ont moins plu. Alors déjà, petit disclaimer, hein, je ne vous donne ici que mon avis, je ne remets pas du tout en cause les qualités du livre. Au contraire, hein, je le trouve vraiment bon, c'est pas pour rien qu'il se place dans mon top 10. Cela dit, j'ai quand même une petite limite à émettre d'abord sur le style du livre, parce qu'il est quand même très gros, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de gras. Je vous disais hein, que l'auteur assume d'être le penseur d'une seule idée qu'il va affiner et décliner dans plusieurs situations, mais du coup on a parfois l'impression qu'il a réfléchi à plusieurs façons d'énoncer la même chose, et que plutôt que de trier et de mettre la plus pertinente, il a tout mis. Et parfois, c'est un peu répétitif. Cela dit, je précise aussi que c'est peut-être parce que le livre est devenu tellement célèbre que de nombreux concepts ont été développés et repris ailleurs, et du coup que ça me semblait à moi pas aussi nouveau que ça nécessite de prendre autant de temps sur chaque concept. Sur le style, l'auteur parle aussi beaucoup de sa propre vie. Ça, c'est un trope qui fait très américain dans l'écriture. Hein. Alors, lui-même n'est pas spécialement américain, il est né au Liban, mais c'est un trope d'écriture en tout cas que moi je trouve plutôt américain. Alors ça a des côtés positifs parce que ça fait qu'on incarne bien le propos, ça permet de le rendre bien concret, bien relatable, et il y a plein de moments où c'est super utile et ça marche bien, mais il y a aussi d'autres moments où j'ai l'impression de perdre un peu de vue le propos, quoi. Et notamment, tous ces passages biographiques, ils ont aussi un peu pour but de nous présenter l'auteur comme une sorte de David contre Goliath, hein, puisque sa rhétorique, ça revient un peu à dire « Moi, j'ai une vision particulièrement novatrice du hasard qui sort complètement du cadre, et tous les universitaires pompeux et fiers dans leurs petits costumes avec leurs petits diplômes, ils sont juste complètement incompétents et ils m'ont sous-estimé toute ma vie. » Évidemment, je caricature, et de fait, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a plein de choses à reprocher à l'organisation de la recherche, que la gratification symbolique ne tombe pas forcément sur ceux dont la pensée est la plus complexe ou la plus originale, ou même simplement la plus pertinente. Hein, il y a qu'à voir, on a donné le prix Nobel d'économie à un type comme Nordhaus, dont le modèle soutient que le niveau optimal de réchauffement climatique serait de plus de 3 degrés, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Cela dit, le fait de se placer comme un outsider de la science qui pourfend à lui seul les fausses idées d'un monde scientifique sclérosé, ça fait un peu trop populiste pour moi, quoi. Surtout venant d'un auteur qui passe son livre à fustiger ce qu'il appelle l'erreur de narration, à savoir que nos erreurs de raisonnement viennent souvent du fait qu'on théorise trop, parce qu'on aime trop se raconter des histoires, et qu'on préfère un beau récit causal et simple, plutôt que d'accepter l'incertitude du monde réel. Quand il s'agit de se raconter lui, ça le dérange moins les histoires un peu simples. Et pour finir sur le style, j'ai souvent l'impression que l'auteur fait tout ce qu'il peut pour capter l'attention en restant cool et intéressant. Et si ça a l'avantage de faire une lecture du coup qui est simple, hein, dans un langage compréhensif, ce qui pour le coup est un vrai plus, j'ai parfois l'impression qu'on perd un peu en cohérence. Par exemple, il ouvre une question au début d'un chapitre, puis il fait un détour par plein d'anecdotes, des cas particuliers qui sont autour du thème général, et à la fin du chapitre, il fait une mini-conclusion qui est censée répondre à la question initiale. Le problème, c'est que cette pseudo-résolution, elle est souvent décevante, et j'ai l'impression qu'il va rarement au bout des sujets qu'il aborde. Le plus souvent, je préférais qu'il développe complètement une ou deux idées parmi toutes celles qu'il ouvre, plutôt que de partir dans tous les sens, parce qu'on arrive à un résultat un peu chaotique,
Et surtout, on perd de vue quelle est l'idée importante qu'il voulait faire passer dans tel chapitre ou telle partie. Dans les trucs un peu what the fuck, par exemple, à un moment, il passe toute une partie à développer l'exemple de l'autrice russe Yevgenia Nikolaïevna, qui serait passée de inconnue à superstar grâce au Cygne Noir. Et après, il nous apprend que cette autrice, c'est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Pourquoi ? Je veux dire, ça sert à rien de l'avoir inventé alors qu'il y avait des dizaines d'histoires qui auraient très bien pu illustrer ça. Enfin, j'ai pas compris à quoi ça servait. Voilà. Tout ça pour dire, il y a des passages où c'est pas très clair ce qu'il essaye de faire, et il y aurait clairement une amélioration à faire en termes de style et d'organisation de certains chapitres. Et pour finir, j'ai quand même un problème plus de fond sur les conséquences qu'il tire du fait que la réalité n'est souvent pas gaussienne et qu'il est donc difficile de faire des prévisions. Son premier point, c'est d'abord que c'est inutile de chercher des corrélations, parce que les corrélations, ça n'a de sens que dans un univers de type médiocristan, et donc il faut arrêter. Et son deuxième point, c'est qu'il faut absolument abandonner toute théorisation et en rester aux faits empiriques, sinon on risque de tomber dans ce qu'il appelle l'erreur de narration. Alors attention, je suis tout à fait d'accord avec le propos principal du livre, visant à dire que la prévision est très difficile, que les mathématiques financières sont globalement une grosse arnaque, et que la causalité est très difficile à démontrer en sciences sociales. Mais voilà, du coup, pour démontrer ça, il y va à la sulfateuse, et j'ai l'impression qu'il jette un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Surtout quand il dit qu'il faut se tenir le plus loin possible de toute théorisation, parce que ça nous amènerait tout droit vers l'erreur de narration. En particulier, il montre dans tout le livre qu'il voue une adoration à Karl Popper, et donc à sa définition épistémologique des sciences dures, et il enlève toute prétention scientifique aux autres sciences, notamment celles qu'il appelle les disciplines narratives, au premier rang desquelles l'histoire, en tant qu'elle prétend produire une intelligibilité scientifique du passé. En fait, Taleb, il insiste ici sur la différence qu'il fait entre la prolepse et l'analepse, c'est-à-dire le fait de partir d'un état initial pour essayer d'en déduire les effets, et le fait inverse qui consiste à partir d'un résultat observé pour remonter à ses causes. Pour illustrer ça, il prend notamment l'exemple d'un glaçon qui fond. Et il dit que c'est possible de faire une prolepse si on voit le glaçon et qu'on connaît toutes les conditions, qu'on a un bon modèle. C'est pas facile, mais on devrait être capable de prédire la forme qu'aura la flaque après la fonte. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas le cas de l'inverse. Si on part de la flaque, on ne peut pas reconstruire de façon fiable le glaçon initial. Et d'ailleurs, on peut même pas tout à fait être sûr que la flaque a bien été faite par un glaçon. Et donc pour lui, c'est cette seconde opération, celle de l'analepse, qui pose un problème énorme à l'histoire, parce qu'un événement complexe peut toujours avoir été produit par une multitude de causes possibles, ce qui rend très fragile toute reconstitution causale rétrospective. Du coup pour lui, quand on raconte l'histoire après coup, on ne fait que relier rétrospectivement des faits, on reconstitue des chaînes causales, et on a l'impression que les événements menaient quelque part. Or pour lui, c'est précisément là qu'il faut se méfier, parce que cette cohérence, elle est en grande partie reconstruite après coup. Et c'est aussi pour ça qu'il a un regard très sévère sur l'histoire comme discipline, il considère qu'elle tend trop souvent à transformer en explication solide une opération d'analepse qui reste en fait extrêmement fragile. Et là, même si je suis d'accord avec lui sur le fait que bien sûr il faut toujours de la prudence, j'ai quand même du mal avec sa position, parce que c'est justement le travail des historiens que de rendre le passé intelligible. Et attention, rendre intelligible, ça veut pas pour autant dire prétendre qu'il était parfaitement prévisible. Au contraire, le travail de l'historien, c'est même en général de reconstituer l'univers des possibles à chaque étape, et pas du tout de considérer que ce qui est arrivé devait arriver de toute façon. Taleb va même plus loin en étant un petit peu provocateur, il va jusqu'à dire que, quitte à lire des historiens, il préfère lire Plutarque, Tite-Live ou Suétone, donc des historiens antiques, qui n'ont clairement pas du tout les méthodes qu'on a aujourd'hui en histoire. Oui, parce que chez les historiens antiques, un rêve, ça peut tout à fait être une source valable pour raconter les événements du passé. Et son argument, c'est que chez ceux-là, au moins, c'est bien clair qu'ils font des récits qui sont pleins de mythes et de subjectivité, qu'il faut pas les prendre au sérieux. Et en gros, pour lui, c'est ça le rapport qu'on devrait avoir avec l'histoire en général, c'est-à-dire des récits intéressants, mais qui peuvent avant tout nous tromper par l'illusion de la connaissance. Autant dire que c'est une vision un peu extrême de l'histoire que je ne partage pas. Encore une fois, je suis bien d'accord sur une partie du fond. Bien sûr, parfois il y a de la surconfiance, et bien sûr il faut toujours être prudent sur quelque récit que ce soit. Mais il fait vraiment comme si l'histoire n'était absolument pas une science qui s'était précisément outillée avec des méthodes qui ont spécifiquement pour but d'écarter ou de minimiser l'erreur de narration. Et même chose quand il refuse toute théorisation.
En sociologie, on a besoin de théorisation pour relier les événements entre eux. On ne peut pas en rester juste à un empirisme naïf, à ne faire que relever des données sans jamais essayer de tracer le dessin qui permet de les expliquer. Même si ce dessin est bien sûr une simplification qui devra évidemment être précisée, amendée, améliorée ou abandonnée si jamais elle est réfutée. Et en fait, je trouve que à chaque fois qu'il prend un exemple pour illustrer ça, en gros le danger de la théorisation, il ne fait que la moitié du travail et il ne va jamais au bout de sa démonstration. Je vais citer l'exemple qu'il prend au chapitre 6 pour illustrer l'erreur de narration, où il raconte une conversation qu'il a eue dans un cocktail au sujet de la sortie de son premier livre, Le hasard sauvage. Ah bah oui, je vous ai dit, il parle quand même beaucoup de sa life. Il rapporte les propos d'un Italien qui lui dit qu'il a adoré son livre, mais qui ajoute un petit quelque chose juste après. J'admire beaucoup vos idées, mais je me sens floué. Ces idées sont aussi vraiment les miennes, et vous avez écrit le livre que j'avais presque l'intention d'écrire, me dit-il. Vous êtes un homme chanceux, vous avez présenté de manière tellement exhaustive les effets du hasard sur la société et l'importance exagérée qu'on accorde aux causes et aux effets. Vous montrez à quel point nous sommes stupides de tenter systématiquement d'expliquer à tout prix les compétences. Il fit une pause avant d'ajouter, plus calmement, « Mais mon cher ami, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous aviez grandi dans une société protestante où l'on vous apprend que les efforts sont liés aux récompenses et où l'on met l'accent sur la responsabilité individuelle, vous n'auriez jamais vu le monde de cette façon. Si vous avez pu voir la chance et dissocier les causes des effets, c'est bel et bien à cause de votre héritage orthodoxe de la Méditerranée orientale. » Et il se montra tellement convaincant que, l'espace d'un instant, je tombai d'accord avec cette interprétation. Nous aimons les histoires. Nous aimons résumer et simplifier, c'est-à-dire réduire la dimension des choses. Le premier problème de la nature humaine est celui que je viens d'illustrer ci-dessus, et que j'appelle l'erreur de narration. Cette erreur est liée à notre propension à la surinterprétation et au fait que nous préférons les histoires compactes aux vérités brutes. Elle déforme considérablement notre représentation mentale du monde, et est particulièrement grave quand il s'agit d'événements rares. Voyez comme mon intelligent nouvel ami italien, tout en partageant mon combat contre la surinterprétation et la surestimation des causes, était incapable de nous considérer, moi et mon travail, indépendamment d'une raison, d'une cause associée aux deux, comme autrement que faisant partie d'une histoire. Il fallait qu'il invente une cause. Et il s'arrête là pour l'anecdote. Donc, il pointe ça comme une erreur de narration, mais sans expliquer en quoi ce serait faux ici. Est-ce que c'est si absurde que certaines idées aient plus de chances de naître chez quelqu'un qui a grandi au Liban que chez un protestant ? Parce que le propre des sciences sociales, c'est justement de montrer des corrélations, mais qui ne sont jamais des causalités parfaites. Et dans ce cas, on le sait que nos idées, notre vision du monde, nos convictions morales ou religieuses, elles dépendent en grande partie du milieu dans lequel on a grandi. Alors, bien sûr, personne n'aime se faire dire qu'il est le résultat de déterminismes sociaux. On préférerait tous que nos idées dérivent de notre mérite, de notre intellect individuel et pur. Mais les déterminismes sociaux, ils existent, et ils ont des effets. Ça ne veut pas dire que les erreurs de narration n'existent pas, mais nier complètement l'existence de déterminisme culturel, ce qu'il est précisément en train de faire dans cet extrait-là, ça me semble pas faire, justement, preuve d'une prudence épistémique. Et d'ailleurs là-dessus, il se contredit lui-même, parce que ce passage qu'on vient de lire rentre en contradiction avec un passage qu'on a à la toute fin du livre, où il fustige le fait qu'on ait souvent en tête la géométrie euclidienne, parce qu'on a été biberonné à ça dans nos modèles, alors qu'en fait elle se retrouve assez peu dans la nature. Et pour illustrer ça, il prend notamment l'exemple de Galilée, où il montre justement que Galilée, il a un milieu social particulier qui l'a influencé dans sa façon de penser les choses. J'ai dit que nous semblions avoir une tendance naturelle à platonifier et à penser exclusivement en termes de choses apprises. Maçon ou philosophe de la nature, personne ne peut facilement échapper à l'esclavage d'un tel conditionnement. Songez que le grand Galilée, par ailleurs grand pourfendeur de mensonges, écrivit les lignes suivantes. Le grand livre de la nature est ouvert en permanence sous nos yeux, et il renferme la vraie philosophie. Mais nous ne pouvons le lire si nous n'avons d'abord appris la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques. Galilée était-il réellement aveugle ? Ce grand homme lui-même, avec toute l'indépendance d'esprit qu'on lui prête, fut incapable de poser un regard neuf sur mère nature. Je suis sûr que sa maison avait des fenêtres, et qu'il lui arrivait de s'aventurer au dehors. Il aurait dû savoir que l'on ne rencontre pas beaucoup de triangles dans la nature. Il est si facile de se laisser endoctriner. Vous voyez, du coup, il semble bien voir que Galilée a des déterminismes sociaux, que sa pensée est façonnée par la façon dont il a été socialisé. Par contre, ce qui est vrai pour Galilée serait faux pour Nassim Taleb et nous ferait tomber dans l'erreur de narration. J'ai du mal. Donc,
Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas du vrai dans ce qu'il dit, mais je trouve qu'il manque parfois de rigueur dans l'utilisation de ces concepts, et qu'il jette un petit peu le bébé avec l'eau du bain en rejetant toute théorisation, ce qui est indispensable pour le raisonnement sociologique, même si bien sûr il doit toujours s'appuyer sur des vérifications empiriques et il a vocation à être amendé avec l'avancement de la recherche. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le Cygne noir de Nassim Taleb, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite bien sûr à le lire par vous-même, hein, malgré mes petits points de désaccord, j'ai quand même pas mal apprécié. Et c'est vraiment un classique, hein, il est cité dans de nombreuses disciplines, et c'est notamment une référence importante dans la sphère sceptique ou zététique, hein, qui ont pu faire du contenu très intéressant à son sujet, comme la chaîne d'hygiène mentale dont je vous ai parlé. Et voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo du top 10 de mes lectures 2025. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 9. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao!